Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Zoning Cable, le premier podcast québécois en français où on parle de la metagame, de l'actualité dans l'Orcana. Donc, on est content d'être de retour avec vous pour partager notre passion de ce jeu qui nous anime. Donc, salut Dan, comment vas-tu cette semaine? Ça va, occupé, mais je pense comme tout d'entre nous, là, tu vas expliquer un peu pourquoi, Ouais, mais ouais, bien occupé, mais bien fun de revenir vous rejaser là, après comme quoi, deux ouais, semaines. ben, ça fait il y a 2 semaines qu'on a dû skipper. Puis l'épisode de ce soir Mm. représente vraiment bien la situation qu'on vit depuis quelques semaines. Billy devait se joindre à nous, mais dernière minute, une urgence au travail l'a empêché de le faire. Donc, c'est ça pour vous donner une petite idée de ce qui se passe depuis quelques semaines, sans rentrer trop dans les détails. On a des problèmes un petit peu avec nos programmes d'enregistrement qui nécessitent beaucoup de montage. Donc, ça prend beaucoup de temps. Parce que le monde, il pense pas nécessairement quand il nous voit. C'est sûr il y a le temps qu'on enregistre, mais il y a aussi le temps de préparation puis le temps de montage par la suite. Fait que ça prend quand même beaucoup de Mm. temps. Donc, les dernières semaines, on n'a pas été capable de tous ensemble être capable de mettre assez de temps pour en sortir. On devrait être correct. On est toujours à la recherche d'un meilleur programme pour enregistrer, mais c'est en voie. Donc, Exact. aujourd'hui, on va aller tout de suite au cœur du sujet. Il y a eu 2 gros tournois en fin de semaine. Il y a eu, en fait, le dernier DLC européen permettant de se qualifier pour le Continental à Paris qui aura lieu en décembre, le DLC de Birmingham. Et en même temps, il y avait le DLC de Las Vegas, où on a eu quand même beaucoup de Québécois qui se sont déplacés pour pouvoir participer. Ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir comment que les 2 tournois, vu que c'est les 2 premiers tournois majeurs dans la méthode Shimmering Skies, c'est de voir comment que les deux, indépendamment, allaient sortir. Est-ce qu'on a eu comment dire, 2 fields identiques dans les 2 places? Comment que ça a été? Toi, Dan, as-tu constaté des différences majeures entre le tournoi européen et le tournoi américain? Ouais, je dirais que l'Europe était un peu plus frileux sur les decks, ben, je veux pas dire innovateurs, mais les decks comme un peu plus comme sleeper, si on veut. Tu sais, comme on a vu en Europe beaucoup de rouge-bleu, de rouge-mauve, puis tu sais, le Steel Song, puis on a vu beaucoup de vert-mauve qui ont Ouais. topé vraiment haut. Même que la finale, c'était vert-mauve contre bleu-rouge. Sauf que le truc, c'est comme en Amérique, c'était vraiment pas ça. Tu sais, on a eu beaucoup de représentations de Green Steel, un deck qu'on croyait qu'il était mort depuis Bucky, mais qui reste très sensiblement comme un deck très fort. Là. Tu sais, comme tu l'as expliqué la dernière fois, Jeff, quand tu parlais de ton deck Ouais. rouge-gris, que tu disais que c'était comme un Bloody Steel Song. Ben, tu sais, le Green Steel, c'est comme un espèce de Steel Song, mais avec des optiques de discard dedans. Fait que, tu sais, c'est comme, ça fait les mêmes choses. Il y a des synergies avec des chansons. Tu sais, on gagne pas de lore, mais on fait des bounce avec des muses, on fait des doubles chansons avec des Ursula Deceiverable, tout ça. Fait que je te dirais qu'il y a une petite différence parce qu'on n'a pas vu le green purple être aussi représenté, je te dirais. Ce qui m'a surpris, même si on a une couple de personnes qui ont fait le top 64 Mhm. avec, mais ça n'a pas monté trop haut, je te dirais, dans le classement. Mais à part de ça, puis on n'a pas vu, bien sûr, autant de représentation de rouge-bleu aux États-Unis. Là. Ben, le jour 1 à Las Vegas, il y avait une grosse représentation Ruby Sapphire, ça c'est sûr. Mais justement, Mhm. ils se sont rendus un petit peu moins loin jour 2. La raison principale, je crois, c'est Mhm. vraiment la présence des Green Steel. Plusieurs itérations étaient axées sur le discard. Parce que dans le fond, c'est clair qu'avec un Mhm. deck comme rouge-bleu qui a comme but de ramper puis de commencer à déclencher Mhm. son draw engine, si tu le Ouais. brises dans l'œuf, on pourrait dire, puis tu l'empêches, tu fais discarter plein de cartes. Ouais. Ça va pas bien Ouais. ben loin, mettons. Ouais, je te dirais que je suis pas le plus d'accord avec ça parce que Green Steel a pas un très bon match-up dans rouge-bleu. Puis il n'y a jamais eu un bon match-up, même dans le temps de Bucky, là, où est-ce que c'était vraiment difficile. Je te dirais où est-ce que c'est devenu difficile, c'est que en Amérique, on voyait beaucoup plus de build aggro. Tu sais, t'avais beaucoup de Steel Song avec des Daisy. T'avais beaucoup de de mauve vert, excuse, avec des Curse Merfolk, puis des affaires de même qui fait que ça aggro trop vite pour que Blue Red puisse remonter. Donc, à cause de ça,
Je pense que si, par la malchance, ils se sont pris ces decks-là, ben c'est sûr que bleu-rouge est très désavantagé. Puis je sais qu'on a vu Zan Saïd, qui est le champion de Vegas, battre bleu-rouge en top 16 ou top 8 ou une affaire de même, JF. Sauf que faut donner du contexte. Zan Saïd, c'est un excellent joueur. J'y enlève rien, je veux pas dire qu'il est pas bon, whatever. Mais on l'a toujours dit, en tournoi de même, ça prend de la chance. Puis quand tu joues tu 2-0, un très bon joueur qui joue bleu-rouge, ben, il y a un peu de chance. Tu as vu, il a joué aucun IRAM dans les Ouais. deux games. Aucun IRAM, puis tu fais discarter ta main, c'est sûr que tu vas perdre. Mais, tu sais, ça prend de la chance de même. Sauf que si bleu-rouge, il curve bien, puis il joue comme ça, c'est très dur pour Green Steel de gagner en tant que tel parce que bleu-rouge joue la grosse Sissou. Maintenant, il joue la petite Sissou, des Ice Blocks, des affaires de même. Fait que tu as tellement de removal pour des petites targets que c'est vrai que c'est facile. Tu sais, quand tu mets deux Prince John, puis il amuse, puis l'autre, il drop, il finit par dropper un Be Prepared ou un gros Sissou, ben, ton board il est parti. Là, toi. C'est juste que c'est ça, il a été chanceux de peut-être pas se pogner contre tous les rouges bleus, puis ceux qui se sont pognés contre, ben, ils n'ont pas pigé dans leur engine. Fait que, c'est sûr que ça fait que c'est un peu plus difficile. Mais je suis content de voir que Green Steel est rejoué. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'entendait pas trop parler. Il n'y avait pas de YouTuber qui faisait trop de vidéos dessus. Mais je suis content vraiment de savoir ça. Ben justement, un petit tech que Zan avait dans sa liste Green Steel, c'était l'Eden Cove, justement, pour se bloquer d'une partie des removals, pour Ouais. rendre ses beasts pas accessibles aux Medusa, pour sortir ses Diablos et ses autres personnages à deux du Brawl et des Sissou. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant, là, mais à t'entendre parler, Ouais, par contre, là, absolument. tu viens de péter ma ballonne, là. Moi, je m'enlignais de plus en plus pour jouer Non, non, Green mais Steel. T'es en train de me dire, ah, c'est pas bon contre Rouge-Bleu. Bon, je pense. Moi, dans ma tête, à moi, c'était un ouais. bon Ben, match-up. je veux pas dire que c'est. Ouais, ouais, je veux pas dire que c'est pas bon nécessairement. Je veux juste dire que c'est pas le match-up le plus favorable que tu vas jamais avoir. Ah, de toute façon, moi, tu le sais, mon ennemi numéro un, ça va toujours être Ember Steel Song. Fait que tant que je suis capable de battre Steel Song, Ouais. peu importe mon résultat final, je suis tout le temps content. Fait C'est que, good. ben, je vais y aller avec rapidement pour le DLC de Birmingham. Comme tu le disais, c'est Federico Marinangeli qui l'a emporté avec Ruby Sapphire dans une finale contre Amethyst Emerald. Puis ça a été vraiment très serré. Il a gagné 2-1. Puis à la toute fin de la partie, il essayait d'aller chercher ses cartes. Tu peux m'aider dans la carte à 2, mauve qui te fait gagner 2 lore, là, instantanément. Ah, oui, oui, oui. Tu vois J'ai laquelle je veux oublié le dire, nom. là? J'ai oublié le nom, je m'excuse, là. Mais oui, oui, oui. Celle que, tu sais, comme Uninkable, il y a Merlin dessus, Exactement, là. exactement. Puis, ouais, exact, exact. Ouais, grosse carte. Puis, il y a beaucoup de monde qui jouait ça. Je pense que même un de nos Québécois, Nick Bellan, il jouait ça dans son vert mauve, là. Fait que, tu sais, juste pour te donner un peu d'aggro avec les Curse Merfolk puis tout ça, là, ça fait que c'est vraiment, vraiment fort, là, Ben, tu puis sais. en jouant avec Très, très nice en jouant text, là. avec le Chromicon, comme en tout cas l'item qui fait piger une Ouais, carte à top de ton adversaire, ben, ça lui permettait de continuer à piger, ouais, puis à essayer d'aller les chercher. Puis tu ouais, voyais à la fin de la partie, il en a joué 2-3 en ligne pour essayer d'aller creuser dans son deck pour aller chercher les ouais. 2 lore qui manquaient. Ça a passé vraiment proche, Ouais, mais c'est Gathering Knowledge and Wisdom, la carte. exactement. Gathering Knowledge and Wisdom. Alors, Ouais. merci à notre équipe de recherche en coulisses. Donc, c'est ça. Je crois, si je me trompe pas, Federico, me semble que je l'avais vu finir aussi haut dans un autre tournoi, là. C'est ça qui commence à être le fun, c'est qu'on commence à voir, à reconnaître des visages dans les top 64 des tournois européens et américains. Plus américains parce que ça Ouais. nous touche plus, c'est plus proche, là. Justement, dans Ouais. le DLC de Las Vegas, Zan Syed l'a emporté avec son Green Steel Discard dans un mirror match. Puis on l'a vu quand même assez souvent. Ouais. Zan, je pense qu'à presque tout. Je dis ça là, sans avoir complètement vérifié, mais j'ai vu son nom souvent. D'après moi, il doit avoir fait 3 ou 4 jours 2 jusqu'à présent en Amérique du Nord. Là. C'est un joueur On assez. disait qu'il a gagné 2 Golden Mickey. Wow. Donc, c'est le seul joueur en ce moment qui a gagné 2 Golden Mickey. Il y a eu 2 invitations. Donc, ça, c'est sûr. Quand tu as 2 Mickey, tu as 2 invitations. Faut pas oublier, pour ceux qui sont nouveaux dans l'Arcana ou dans le TCG, Zan Saïd, c'était connu comme un des prodiges de Magic, un des plus jeunes joueurs à avoir gagné aussi dans Magic. Maintenant, il a fait son pivot vers l'Arcana. Fait que c'est un très, très, très bon joueur. Puis je vais vous en parler un peu après. Mais dans les decks joués, GF, y avait-tu des affaires que tu trouvais cool? Y a-tu des affaires qui t'ont surpris? Ou tu sais, comme la finale, là, tu sais, comme je sais qu'on a. Je sais que moi, ce qui m'avait surpris, que j'avais trouvé vraiment cool, c'est, je sais pas si tu as vu ce match-up-là, mais il y a un joueur qui jouait bleu-gris.
puis il jouait avec la Ouais, location le de Merlin Merlin, là, que Cottage. tu jouais avec le top Vraiment 1. drôle. Ça, c'est cool parce que quand il faisait Whole New World, ben, tu piges 7 cartes, puis tu montres les 7 cartes à ton adversaire parce que techniquement, tu piges Ouais. une, tu dois tourner l'autre. Fait que là, à la place de faire ça, ben, tu piges 7 cartes, tu montes les 7 cartes. Fait que j'avais trouvé Ouais. l'échange vraiment Ouais, puis intéressant. Là. ce joueur-là, justement, il a fini dans le top 4, je crois, Jonathan Liam, Puis en quelque top chose 4, dans je ce pense, oui. genre-là. Je dis le Ouais. nom de mémoire, L'âme, là, ouais. mais lui aussi, j'avais déjà vu son Ouais. nom, un bon joueur de Sapphire Steel. Puis sur le coup, Ouais. je comprenais pas trop l'ajout de cette carte-là dans le deck, mais ça Ouais. donne tellement d'informations. Surtout quand tu joues contre un deck, tous les decks rubis avec les Be Prepared, tu sais quel genre de removal tu vas avoir d'en face. Fait que tu sais comment développer ton Ouais. board par la suite. Donc, ça m'a surpris. Ouais. C'est un bon ajout. C'est un bon ajout, c'est rien d'autre que je peux dire. Ouais. Moi, un deck que je suis vraiment content d'avoir vu, qui a fait le jour 2, c'est qu'il y a un joueur qui a réussi à jouer un deck Ruby Steel, puis qui a fait des tout. Puis Mhm. surtout qu'il y avait un build Ouais. extrêmement bizarre. Il y avait, si je me trompe pas avec la liste que j'ai vue, je pense qu'il y avait même pas d'action. Il y avait Ouais. juste des locations. Il y avait des nains. Ouais. Fait qu'il Location. mettait la mine. La location des nains, le RLS, ouais. Exactement. Là, il droppait des nains. Les nains, ils bougeaient dans la mine, qui faisait 2 dommages. Fait qu'il gérait son board comme ça. Et c'était magnifique. C'était magnifique. On aime ça, Ouais. des decks justement C'est cool, ouais. innovateurs comme ça. Puis justement aussi un autre deck qui Ouais. était vraiment hot que j'ai vu, c'est une joueuse québécoise qui a réussi à avoir son invite aussi, Clara Cyr, avec qui j'ai joué quand même assez souvent dans différents tournois. Si je me trompe pas, elle vient de la région de Mhm. Sherbrooke, mais elle se déplace souvent dans la région de Montréal pour les gros événements. Ouais. Puis elle a le tour de tout le temps mettre 2, 3 petites cartes spicy qui réagissent bien dans ses decks. Puis cette Ouais. fois-ci, elle est allée avec un deck Lemon Lime. Puis tout le monde s'attend à un deck Discard en OK. ayant ça. Elle avait un build avec juste des personnages. Aucune action, Ouais, aucune c'est location. aggro. Ouais. Elle a fait une version aggro avec les Ursula pour aller Ouais. enlever les actions et les chansons de removal. Avec les Chernabog pour que quand elle se fait faire des Be Prepared ou whatever, elle peut revenir avec un Chernabog qui est immense puis qui coûte Ouais. rien. Ouais. C'était vraiment un beau build, puis bravo pour justement comment dire, l'inspiration. Justement, ça va Ouais. m'amener justement au deuxième point que je voulais apporter. On avait beaucoup de Québécois qui étaient présents à Vegas quand même. Je rentrerai pas dans les détails de Mhm. tous les joueurs qui ont participé. Je peux dire par contre qu'on en a 3 qui ont fait top 64. À commencer par Nicolas Bellan, qui malheureusement n'a pas été capable de remporter son match de première ronde à la deuxième journée, mais félicitations pareil. Très belle performance. Clara Cyr, qui a fait le top 16 avec, comme je disais, Lemon Lime. Et félicitations, vraiment content de voir que ça a réussi et que tu as gagné ton invite pour le Continental. Puis, on a Kevin Anctil, qui lui était, si je ne me trompe pas, sur Emerald Amethyst, qui a fait le top 8 et qui remporte son Mickey. Et si je ne me trompe pas, son deuxième invite, il avait fait top 16, je crois, à Toronto. Est-ce que tu peux confirmer, Dan, ou OK. Kevin Anctil? Faudrait que je regarde. Oui, tu sais, oui, il y avait eu même son invite. Exact. Je sais pas s'il a fini top 16, mais peu importe le ranking qu'ils ont donné un invite, il a Ouais. fini là. Ce qui était vraiment Donc, cool. Ouais, sur Index, par exemple, je vois Nicolas Bellan qui a fini dans le top 16, là, ce ben que je ça, c'est la vois. Mais première il faudrait journée. à Parce confirmer, que là. sur Index, qu'on voit Ah, la présentement, première oui, journée. oui, il Ah, était ben oui, très ben oui, bien oui, t'as raison. classé. Puis on a quelques joueurs, Wow, si je ne me trompe très pas, il y a nice. Philippe Asselin qui a passé vraiment proche lui aussi de se qualifier pour jour 2. On a Très eu cool. une belle représentation. Au moins, il y a eu un let it go. Ouais, ouais, tout à fait, parce qu'il était à égalité avec le Félicité top comme d'hab. 64. Tu as tout à fait raison. Tu repars pas main vide. Euh, Petite stats pour le jour 1 de Las Vegas. On avait pile 60% du field qui était constitué soit de Ruby Sapphire, soit d'Amber Steel Song ou de Ruby Amethyst. De mémoire, je pense que c'était 22, 20 puis 18%, mais les trois tournaient autour de 20%, puis la balance était très, quand même, éparpillée. Mais ce qui est vraiment le fun, c'était la diversité, là, comme on peut le dire, là, le nombre de builds différents qui ont fait le jour 2. Je continue à le dire, le 7-5, ça nous donne une méthode tellement évolutive, on pourrait dire. Ça change beaucoup Ouais, c'est le d'un fun. événement à l'autre, puis c'est le fun de voir les builds que le monde arrive. Là. Fait que, Ouais. kudos.
Moi, j'ai vraiment aimé voir, mettons, la variation de Green Purple, là, le Emerald Amethyst, Mhm. là. Euh, Voir des builds qui étaient un peu plus aggro, puis des builds un peu plus comme contrôle, là. Moi, je suis plus habitué de jouer contrôle, mais tu sais, comme Nick Bellan, lui, il a joué Flynn, Curse Murphy, Gathering Knowledge, mais un gars qui a fini juste en dessous de lui, là, au 33e, il jouait aussi, puis Nick Bellan aussi jouait Maleficent, mais genre, le gars qui a fini un peu en dessous de lui, il a joué Curse Murphy, Maleficent, il a joué des Banzai, parce que ça quest tout pour deux, puis il a joué Gathering Knowledge, puis la carte It Calls to Me. Tu piges une carte, puis là, tu choisis trois cartes, puis tu le mets sur le dessus, puis c'est quoi? Choose three cards, up to three cards, Oui, the chosen card, discard. Ouais, c'est ça. Fait que tu prends trois cartes de sa défausse, puis tu le reshuffles dans son deck. Fait que ça peut être assez chiant, quand même, là, te faire jouer ça. Tu sais, t'es comme, ah, tiens, voilà tes one drop. Fait que, tu sais, comme si tu cherchais ton Be Prepared, ces affaires-là, tu l'auras peut-être pas. Tu sais, je te mélange un peu ton deck. Fait que ça peut être fun. Ou tu remets ces non-ancrables, si tu sais qu'il y a un gros compte de non-ancrables, des affaires de même. Fait que ça, c'est vraiment cool, puis c'est vraiment le fun de voir du monde jouer des cartes un peu plus différentes à ce niveau-là. Même si, comme Clara jouait, là, comme tu t'attends à une combinaison de couleurs, tu dis, OK, je vais jouer de cette ben ouais, façon-là, puis tu te fais surprendre que finalement, c'est pas ce deck-là pantoute. vraiment, vraiment pas, là. Et, elle jouait Ouais. les balous, elle se ramassait, elle questait au bon moment avec les Daisy, avec les Lilo, les balous, avec le Donald Duck Musketeer qui est bodyguard puis qui donne +1. C'était, écoute, elle a vraiment bien joué. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube le jour 2. On a deux de ces matchs, je me trompe pas, qui sont présentés. Puis c'est vraiment impressionnant, là. C'est bravo. Ça doit tellement être décevant de garder des Ursula de Seaver dans ta main, là, tu sais, Oui, tu discardes les chansons. Puis là, tu dis, ah, je vais jouer ça, c'est sûr, je vais pas un Under the Sea ou whatever. Puis là, non, t'es comme, tabarnak, je manque à chaque fois. Fait que, quand même ben, au drôle. début, Fait tu que hantes j'ai tes hâte de voir chansons parce que tu les as peur du interactions. Bare Necessities, que souvent, ce deck-là, il joue, tu sais, Ouais, le Lemon Line. Puis, fait que le monde, des fois, ouais, moi, quand que je joue contre un deck comme ça ou avec un deck d'Ursula, souvent, ils ouais, vont passer assez vite dans l'encre les chansons au début de la partie ouais, parce que tu te dis, je vais la perdre, fait que tant qu'à ça, aussi bien pas diminuer mon compte de ouais, cartes, là. Fait que, ouais. Puis comme on disait dans un des podcasts, tu sais, la déception fait partie d'une grande facette du jeu. Là, tu sais, comme les gens vont jouer d'une certaine façon, ou ils vont s'attendre à une certaine façon, genre, mettons, tour 7, be prepared. Fait que, tu sais, comme, je vais jouer en façon de faire ça, puis peut-être que dans ton deck rouge, c'est très rare, mais dans ton deck rouge, peut-être tu l'auras même pas, hmm, ce be prepared-là, puis la déception en joue pour beaucoup pour les joueurs qui sont un peu plus high skill level. Là. ouais, Fait que, tout à fait. très cool. Donc, c'est ça, là, les prochains tournois, il va y avoir Seattle en Amérique du Nord, qui a lieu, si je me trompe pas, Mhm. ça se peut-tu le week-end du 11-12 octobre, 12-13 octobre? On va vous confirmer ça Ça se live. peut. Donc, t'as-tu ça pas loin, toi, Dan? Ouais, Seattle. Seattle, DLC Seattle, Ouais, tu parles? DLC Seattle, l'Arcana. Ben, c'est le prochain. Je sais exactement. juste pas la date, là. Tu me prends un peu au dépourvu de même. Ouais. Mais bon, c'est le prochain. Pardon. Seattle, Washington, 26 et 27 OK. octobre. Fait que ça va être la dernière chance pour Ouais. tous les joueurs qui veulent se qualifier pour une finale continentale. En Europe, c'est terminé. Ouais. Euh, je suis pas mal sûr, là, je dis ça, je suis pas mal sûr que c'est fait terminer en Europe. En Amérique du Nord, Seattle, c'est le dernier. Donc, ceux qui ont du temps, de l'argent et le goût d'aller essayer ça, c'est des super belles expériences. Donc, on vous le suggère de le faire si vous pouvez. Donc, Mhm. là, quelque chose qu'on aimerait expliquer pour vous, en fait, Dan aimerait expliquer pour vous. On a vu plusieurs parties de Zansied, justement, en direct en fin de semaine. Ça l'a donné que c'était souvent lui qui était under the spotlight. Puis on a vu qu'il maîtrisait tellement bien l'ordre des coups. Dan voulait nous en parler un petit peu pour nous donner des exemples et comment s'améliorer dans sa gestion du bag. Mhm. Donc, je te laisse la parole, mon Ouais. cher. Ouais, c'était vraiment cool. Là. Tu sais, c'est comme, tu sais, comme tu regardes Gordon Ramsay cuisiner un peu, là, quand tu regardais Zanzied jouer Putain, quelqu'un c'est d'hiver, cru! là, t'étais comme, mais tu voyais vraiment comme la différence entre un joueur professionnel puis quelqu'un de peut-être normal puis l'interaction du bag. Donc, juste pour réitérer, le bag, c'est dans la séquence et l'ordre que vous voulez que les effets se trigger. Fait qu'à, mettons, Diablo, on le dit tout le temps, mais tu sais, Diablo
avec le Let the Storm Rage On. Tu fais le 2 damage, on calcule le damage, et là, après ça, tu piges, puis après le calcul du damage, ben, ton Diablo, il meurt. Mais vu que tout ça, tu t'as pigé avant, ben, l'ordre fait que celui qui est propriétaire du Diablo, il pige aussi une carte. Tu sais, on en a parlé souvent dans ces podcasts-là. Fait que ça, c'est un bac qui est simpliste, là, mais avec Zansaid, tu voyais vraiment des interactions qui sont vraiment, vraiment cool. Tu sais, comme, admettons, sur le board, lui, il y avait la Muse, OK? Qui est une carte 2-4, qui est Inkable, Ward, puis qui fait qu'à chaque fois que tu joues une chanson, tu retournes un personnage qui a 2 d'attaque ou moins. Le tien ou l'adversaire. Tout le monde connaît cette carte. Oui, c'est ça, le tien ou l'adversaire. Puis, Zansaid, à côté de la Muse, il y avait 2 Prince John. Tout le monde connaît Prince John. Quand ton adversaire défausse une carte, toi, le propriétaire de Prince John, tu piges une carte. Right? Donc, ce que lui il a fait comme interaction qui est vraiment cool, son adversaire, il y avait 2 Diablos tapés. Fait que s'il y a 2 Diablos tapés, chaque fois que Prince John va piger, ben, le gars qui a les Diablos va également piger. Sauf que l'interaction qu'il a faite était quand même assez violente. Là. Ce qu'il fait, c'est à un moment donné, il joue We Don't Talk About Bruno, la chanson qui fait que tu retournes un character dans la main du propriétaire et que ce propriétaire-là doit défausser une carte random. Mais sauf que s'il n'y a pas de carte, ben, il défausse la carte qui vient de retourner, bien entendu, qui est dans ce cas-ci Diablo. Fait que lui, ce qu'il a fait, pour vous résumer ça, on a la Muse, Prince John, Diablo de l'autre côté. OK? Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il joue Bruno, qui retourne un Diablo dans la main et qu'il le défausse. Fait qu'il défausse le Diablo. Sauf que il décide de ne pas trigger les Prince John dans le bag avant parce que le propriétaire de celui qui joue la carte décide de l'ordre des effets que toutes ces cartes ont de son côté. Très important. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il joue Bruno, il retourne un Diablo, ce qui fait qu'il défausse. Fait que normalement, beaucoup de joueurs non expérimentés diraient ben, je pige 2 cartes avec Prince John. Mais lui, ce qu'il dit, c'est non, tu vas retourner ton Diablo, donc il en reste un, tu jettes ton Diablo, et là, la muse va trigger avant les 2 Prince John. Fait que la muse fait que je retourne ton deuxième Diablo dans ta main. Fait que là, tu n'as plus de Diablo. Et une fois que tu n'as plus de Diablo, je pige les 2 cartes parce que tu as défaussé avec Bruno. Wow. Très, très bonne mécanique. Là. Puis très, très bonne utilisation des séquences d'événements puis tout ça. C'est vraiment un art jouer comme il a joué là. Puis j'invite tout le monde qui est nouveau, qui veut se lancer des tournois à l'Orcana de checker juste la finale de Vegas. C'est peut-être le meilleur match que j'ai jamais vu. Le meilleur match que j'ai jamais vu. Puis vous allez entendre des commentateurs qui sont des très bons joueurs, puis sont comme « Oh my God, c'est le meilleur match qu'on a jamais vu. » Juste la séquence, puis comment il maîtrise son adversaire, puis comment il passe des tours pour dire comme « OK, je vais set up mon board, puis je vais créer ce qu'on appelle dans le terme de TCG un lock. » Donc, verrouiller les actions de l'adversaire, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais faire rien. Vous connaissez peut-être le Elsa Lock, qui est la Elsa chapitre 1 qui coûte 8, que quand on met, tu barres 2 bonhommes jusqu'au prochain tour. Puis le Elsa Lock, ben, c'est de pouvoir la rebandir dans ta main, la remettre, puis tu es capable de tout le temps locker les bonhommes de l'adversaire pendant que tu quests de 3, puis tout ça, puis éventuellement tu vas gagner. Mais ça, c'était un lock super oppressif. C'est moi, je pige des cartes. Peu importe ce que tu joues, parce que dans le miroir Green Steel, 3 quarts des bonhommes, ils ont 2 vies et moins. Fait que la muse, elle a un contrôle incroyable dans le miroir. Elle fait que, OK, je retourne ça dans ta main, je retourne ça. Lui, il jouait Morph. En plus, son adversaire joue Morph. Ben, ton Morph, il est out. Ton Diablo, il est out lui aussi, puis tout ça. Puis un masterclass de comment jouer à l'Orcana qui était vraiment, vraiment incroyable. Puis que Green Steel, c'est un deck que j'ai joué quasiment pareil comme le deck de Zan et son adversaire jouaient au début. C'est vu que Bucky est parti, ben, tu joues Prince John parce que tu as besoin d'une mécanique de discard. Mais là, tu joues Prince John, mais il a donné tellement d'outils à Green Steel, le Chapter 5, que même si tu as perdu quelque chose de super oppressif comme Bucky, ben Pete Referee, là, on l'a vu, là, Jeff hier, là, Pete Referee était partout. Chaque fois que tu jouais Green, tu jouais Pete Referee. C'est trop bon. Pour ceux qui connaissent moins, tu mets la carte, puis ton adversaire ne peut pas jouer d'action jusqu'au prochain tour. Quand on dit action, c'est action ou chanson. T'sais. Jusqu'au prochain tour, ça veut dire qu'il ne pourra même pas les chanter. Fait que tu peux locker ton adversaire en mettant Pete, puis là, un autre Pete pendant que tu continues à quester, puis tout ça, ça devient super oppressif. Fait que le Chapter 5 a donné Pete
à Green Steel, puis il a donné You're Welcome, qui est un outil super oppressant aussi. Donc, une façon de se débarrasser des cartes, mais juste d'une autre façon. Tu sais, c'est pas du removal. C'est genre, je te bounce des affaires dans ta main, ou tu sais, comme, je te lock pour pas que tu puisses jouer de quoi. Fait que, tu sais, ça a comme changé un peu son identité, mais Green Steel demeure un deck qui est très, 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 très Ouais. fort. Puis c'était cool de le voir en finale dans le miroir hier. On n'a pas eu la même représentation en Europe, mais tu sais, c'est cool de voir que, mettons, deux marchés jouent deux trucs complètement différents. Fait que quand on va être rendu au World, de voir vraiment, tu sais, c'est nous autres en Amérique, c'est mieux, c'est eux autres en Europe, puis de voir le clash de ça, puis de voir les stratégies de jeu de ça. Je trouve qu'en Europe, ils sont un peu plus safe, GF. Tu sais, comme, tu sais, je veux pas généraliser, mais je trouve que leur deck, c'est plus comme des decks communs qu'on est habitué de voir. C'est peut-être moins exploratoire. Tu sais, on voit beaucoup de rubis améthyste, on voit beaucoup de bleu-rouge, tu sais, des decks établis, si on veut, versus des decks qu'on essaye. Tu sais, tu le vois dans le top 64 même, que c'est le deck le plus wild, c'est jaune-vert. Puis c'est moins représenté, mais nous, on a vu le deck de Clara, on a vu le deck de Nick Bellan, qui est comme un vert mauve modifié. On a vu beaucoup de vert mauve, on a vu même un blurple. Fait que, tu sais, comme il y a des affaires un peu plus variées, je te dirais, en Ruby Amérique. Steel! Euh, Ruby Steel, exact. Fait que c'est ça. Fait que le bag, super cool. Puis j'invite tout le monde à aller voir cette finale-là, là, incroyable. Tu sais, comme, tu sais, normalement, tu regardes, puis tu skippes des bouts. T'es comme, OK, c'est fun. Ça, tout le Ouais. long, là, tu sais, j'étais assis, même, j'étais comme, wow, Je tu l'avais sais, là, écouté c'était hier c'était soir, cool. puis cet Ouais, après-midi, ouais, je me l'ai remis en travaillant en background, là, puis c'était un ouais, méchant bon match. Ben, justement, là, ouais. tu parles du bag. Un autre truc aussi qu'on a entendu beaucoup hier pendant la finale et pendant ben, le jour 2, tout simplement, c'est les commentateurs, ils disaient la prise d'information. On parle souvent du terme de savoir ce que ton adversaire a afin de bien gérer ton tour. Mais il y a quelque chose aussi, c'est au début de notre tour, souvent, puis les joueurs un peu moins expérimentés, le réflexe qu'on a souvent, c'est quand c'est à nous à jouer, on est pressé de faire une action qu'on avait déjà planifiée. Il a engagé son personnage, je veux tout de suite le sortir, je vais tout de suite l'attaquer, puis je vais faire mes autres actions avant. Quelque chose qui est important là, pour justement, surtout quand tu es compétitif, c'est au début de ton tour, gère tes possibilités. Essaye de penser à tes possibilités. Ça implique que si tu as des possibilités de piger des cartes qui pourraient améliorer ou te donner plus de lignes de jeu possibles, n'hésitez pas à le faire au début du tour. Des fois, on se dit, ah, je vais l'attaquer, puis après ça, je vais chanter ma chanson justement avec mon autre personnage. Si votre ligne de jeu, c'est déjà je veux chanter, je veux piger des cartes, faites-le au début. La raison, c'est simple, c'est que vous allez peut-être prendre un meilleur removal, vous allez peut-être avoir une autre option. Ou Ouais, encore, peut-être que vous allez carrément le savoir tout de suite, c'est sûr que je n'aurai pas ouais, meilleure option que cette carte-là. Je peux y aller en premier de même, puis après ça, selon ce que je vois, soit ouais, chanter ou quester, ou c'est très important justement, c'est prenez le temps d'analyser ouais. le début de votre tour. C'est quoi vos options en main et c'est quoi les options que vous pourriez aller chercher. Donc, Ouais, en TCG, on appelait ça sequencing. C'est que si tu veux toujours jouer la ligne de jeu au début de ton tour qui te donne le plus d'options. Puis piger des cartes te donne le plus d'options. Fait que tu sais, comme moi, ça me fait toujours cringer un peu, puis beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup, puis qui sont dans le TCG un peu professionnel. Si tu joues toutes tes cartes, tu ancres, puis tu fais tes affaires, puis la dernière carte que tu joues, c'est Friends on the Other Side, c'est très cringe. T'es comme, pourquoi il n'a pas joué ça en premier, se donner plus d'options? Il aurait peut-être pas inké la carte qu'il a inkée. Elle serait peut-être utile, puis il aurait peut-être pigé une carte comme un one drop, que là, ça lui aurait pas dérangé de inker. Fait que, tu sais, comme ce que Jeff dit, c'est très vrai. On appelle ça l'ordre, le sequencing des choses. C'est toute option qui te permet de piger une carte. Tu veux faire ça normalement, pas tout le temps, tu sais. Il y a des exceptions, mais normalement, tout le temps en premier. Ça veut dire que si, admettons, j'ai la chance de chanter Strength of the Raging Fire, Let the Storm Rage On. Let the Storm Rage On, pour faire 2 dégâts puis piger une carte, c'est peut-être la première option que je veux faire en premier pour piger ça. Fait que si je me dis, je vais la jouer de toute façon, moi, ce que je coachais du monde souvent qui jouait dans le début de TCG, c'est donne-toi un objectif au début de ton tour, ou même pendant le tour de l'adversaire, puis qui voit que ça commence à terminer son tour. Donne-toi un objectif, fait qu'au début de ton tour, tu sais ce que tu veux faire. Si tu dis que tu veux remove la grosse créature, le Tamatoa, disons, ben, ton objectif de jeu devrait être jouer autour de ça. Comme si tu dis, ben, je veux piger pour me donner plus d'options, ben, il faudrait que je fasse tout à mon pouvoir
pour essayer d'ouvrir cette ligne de jeu-là. Fait que quand tu joues, donne-toi cette option-là. Tu dis, OK, mon objectif, c'est ça. Fait que qu'est-ce que je fais par la suite pour supporter cet objectif-là? Beaucoup de monde rentre dans le désavantage, l'erreur de attendre à leur tour, puis là, penser quoi jouer. De un, tu vas faire beaucoup de temps. Tu vas peut-être te faire call pour du slow play, quand tu devrais déjà avoir une idée de où est la direction que tu veux t'en aller. Si tu as 19 lore, 18 lore, 17 lore, ben là, puis il y a beaucoup de characters, tu le sais déjà que ton plan pour le début du tour, c'est de remove les bonhommes pour pas qu'ils tombent à 20 lore. Ça, c'est une ligne de jeu qui est beaucoup plus facile. Par contre, si tu es dans quelque chose qui est, que tu sais, c'est dans les débuts, tu as 8-9 lore, puis là, tu sais pas trop quoi faire, puis là, tu te dis, OK, ben, est-ce que mon but, c'est de regagner la présence du board? Alors là, à ce niveau-là, mon focus, c'est de arriver et de jouer le plus de characters possible. Puis, il y a non seulement ça, c'est une des premières règles, c'est le sequencing. Le deuxième règle, c'est le but, l'objectif à chaque début de tour. Puis le troisième, c'est vraiment, vraiment de comprendre tout ce qui est autour de l'agression. Puis qu'est-ce que je veux dire par l'agression, Jeff, là, ça va faire un peu plus de sens quand je vais en parler, mais reconnaître quand tu es l'agresseur, puis quand tu es le gars qui doit se défendre. Donc, c'est quand que tu dois clear le board de ton opponent versus c'est quand tu devrais juste quester, puis Ce qu'on dit lui souvent, le laisser c'est te qui clear met ton la board. pression, justement. Exact, exact. Fait que là, il y a ça aussi, puis il y a beaucoup de monde qui reconnaît pas ça. Les nouveaux joueurs sont comme, j'ai 3 ou 4 bonhommes qui questent pour 2, puis je vais aller trader contre des bonhommes qui attaquent, qui questent pas pour rien ou qui sont pas trop intimidants, quand je pourrais faire 6 de lore, parce que je suis déjà à 9, puis lui, il est peut-être à 2. Puis là, si j'étais à 9 puis à 2, ben, je vais quester de 6, je vais tomber à 15. Versus comme aller trader, fait que là, je viens de perdre un tour que j'aurais pu gagner 6 lore, tandis que c'est lui qui doit attaquer mes affaires de toute façon, parce que si je monte à 15, il faut que lui s'en débarrasse, sinon le prochain tour, j'ai gagné. Fait que tu sais, il y a ces règles-là qui sont très faciles à comprendre, faciles à comprendre, qui sont faciles à se mettre dans la tête. Puis une fois que tu te mets ça dans la tête, ben après ça, tu décides c'est quelle règle tu veux implémenter en premier, puis dépendant de où est-ce que tu veux t'en aller dans ta partie. Puis après ça, quand tu deviens plus technique puis meilleur au jeu, il y a des affaires qu'on parle de la déception. Genre, je joue quelque chose pour baiter, pour faire un appât à ton Be Prepared ou à ton Removal puis à ton Brawl. Fait que là, genre, même si j'ai rien à jouer avec, bon, t'as Brawl et ça, maintenant je peux jouer mon Diablo. Puis tu sais, des Ouais. affaires de même, puis ça devient un peu plus difficile, mais le plus que tu joues, le plus que ça devient familier avec toi. Puis jouer tout le temps si vous voulez devenir bon au jeu, puis vous n'avez pas beaucoup le temps de jouer, c'est peut-être pas la meilleure idée de changer de deck tout le temps non plus, de vous pratiquer comme un deck, le modifier un peu, puis le devenir bon avec ce deck-là. Parlez-en à notre boy Sailor, là, il a écrit un 20 pages, je pense, sur Rouge-Bleu, là, Ouais. donc si vous êtes intéressé d'aller lire son article, là, puis de voir ça, puis Sailor, qui est un des meilleurs joueurs qu'on a au Québec, mais aussi un des meilleurs joueurs rouge-bleu au monde. Là. Fait que, on a une bonne communauté au Québec là, de personnes qui sont prêtes à partager leur façon de jouer. Oui, quand même, on est chanceux pour ça. Puis on continue à le dire, justement, on est Ah, chanceux aussi par le nombre de magasins qui supportent le jeu, puis par le nombre de, ah ben justement, oui. de tournois de set championship et d'événements plus gros, puis de circuits qu'on a, là, que ce soit le circuit des princesses. J'ai entendu dire qu'il y aurait potentiellement un autre circuit qui serait en préparation. Puis juste tous les tournois locaux, on est vraiment chanceux là, ici au Québec là, pour ça. Là. Donc, Mhm. je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour ce qui est du bag. À se rappeler, Mhm. sequencing, ça en français, on peut dire, c'est le oh non, j'aurais dû faire ça. Séquence. Ça, c'est sequencing. Après ça, c'est quoi les deux autres points que tu disais, Dan? Sequencing. Mais t'as le sequencing, te faire un Ouais, objectif à objectif. ton début de tour. Puis le troisième, c'est vraiment reconnaître quand tu es Ouais. l'agresseur versus quand tu dois attaquer. Je Donc, pense que ça, c'est les plus importants selon moi. très bon conseil à mettre en application. Euh, là, Mhm. j'aimerais ça qu'on aborde une petite section qu'on avait planifié de faire dans un épisode précédent qui finalement n'aura jamais été monté faute de temps de tout le monde. C'est, on est déjà rendu avec quoi, ça fait 6 semaines environ que le 7.5 est sorti. Ouais. Depuis la relâche du 7, quelles sont pour nous les deux meilleures cartes et pourquoi? Là, dans le fond, je vais être honnête avec vous, ça a beaucoup évolué depuis le début. La même question qu'on se pose, là, 6 semaines, je te réponds aujourd'hui, puis je te répondais là, c'est pas en toute la même chose. Mais je vais laisser Dan commencer en nous Mhm. disant, c'est quoi, selon lui, les deux cartes qu'il aime le plus? C'est quoi ses deux cartes préférées du 7-5? OK.
Fait que c'est drôle que l'épisode, elle a jamais air parce qu'il y a une carte qui a complètement changé dans mon opinion. OK? Puis je pense que maintenant, je te rejoins sur une carte que moi, plutôt, on trouvait bonne, mais toi, tu étais dessus Ouais, avant moi. Mais je te vole le punch, puis je vais te l'apprendre. Puis c'est Clarabelle Light on Her Hooves, là, tu sais, ce- cette belle tellement. carte-là. Que j'ai en foil d'ailleurs, tu sais, tout le temps, tout le temps. Fait que là, cette carte-là, là, man, pour vrai, elle est incroyable. Cette carte-là, là, tu connais pas la force de Clarabelle avant de jouer avec. Le nombre de fois que tu la joues, puis tu reviens dans le game, tu sais, le gars, il y a tellement de mécaniques dans le verre, le fun, là. Tu sais, you're welcome, pige 2 cartes. Fait que genre, maintenant, t'en as 2 de plus, ben moi aussi, je vais en avoir 2 de plus à la fin, puis tout ça, puis la possibilité de pouvoir revenir. Vert avait ce problème-là, la possibilité de pouvoir revenir dans le jeu, qu'on appelle un comeback. Genre, Clarabelle vient de régler ce problème-là, non seulement avec la grosse Clarabelle, mais avec la petite Clarabelle qui enlève un item. On n'avait pas une espèce de Benja, mais là, tu as un Benja parce qu'elle coûte 1 + 2, donc 3. Benja coûte 3. À quoi c'est pour moi? Il m'a donné le upside de devenir la grosse Mhm. Clarabelle. Fait que, tu sais, comme, selon moi, toutes les Clarabelles, même les plus petites, sont jouables, ce qui fait que la grosse Clarabelle est encore plus broken, selon moi, que je trouve que c'est une carte incroyable. Au début, j'avais dit Naveen, mais je joue pas Amber Ouais. comme GF. Fait que Naveen a pris le bord un peu pour moi. Puis c'est Clarabelle parce que moi, je suis un joueur de vert. Puis la dernière carte, celle-là, j'ai pas changé mon opinion, que j'adore, puis que c'est un de mes personnages Disney préférés. C'est bien entendu Elsa de Fifth Spirit. Carte extrêmement, extrêmement versatile. En plus d'être évasive, Air Rush, puis quand tu la mets, tu tapes un bonhomme. Puis à cause de elle, faut pas oublier à cause de elle, on rejoue maintenant la grosse Elsa. Chose qui était pas possible avant parce que toutes les autres Elsa étaient pas tant bonnes. Mais celle-là, c'est comme, elle est vraiment, vraiment forte. Tu sais, j'ai pas trop quoi dire dessus. Le nombre de fois que, tu sais, t'es au point de perdre la game parce qu'il met un character qui quest pour 2, qui est ready. Tu mets elle, tu la tapes, les autres, puis elle va attaquer dedans, ou Ouais. les autres bonhommes que tu avais déjà, ils vont attaquer de la personne que tu viens de taper. Puis elle, vu qu'elle a rush, elle peut clearer les autres petites targets. Super, super bonne. Puis sûrement avec la. Puis vu qu'elle a 5 de vie, ce qui est quand même beaucoup d'HP, elle permet beaucoup de versatilité avec Madame Mime Éléphant. Pas Madame Mime Éléphant, excuse, je dis n'importe quoi. Avec Belle, tu sais, la belle Mystique. mystique, là. Ouais. C'est avec les fleurs qui peut bouger des damages. Fait que ça permet de tecker des cartes de même qui bougent des damages puis tout. Puis j'espère qu'on va voir plus de mécaniques de bouge de damage éventuellement. En ce moment, on n'est pas de temps là, mais tu sais, comme je vois du monde qui commence à l'essayer. Fait que très cool. Donc, juste pour répéter, Clarabelle, puis pour moi, Elsa, là, Elsa, c'est pour moi un de mes top cards. Puis le art est Ouais. tellement beau. Ouais, Là, fait ouais. que Il y a un ce playmat comme ça qui set-ci, s'en c'est vient, dans le mes top. prochain set, justement, qui va être magnifique, Ouais, là. pas le choix, je pense. Pas le choix. Puis, tu parles d'Elsa, justement, Ouais. quelque chose que le monde a tendance à oublier des fois, c'est que ça arrive quand même souvent dans ton sequencing que tu vas avoir déjà un Merlin Crab sur le board. Ben, tu peux, Ah grâce ouais. à Elsa, tu peux enlever un Tamatoa adverse, là. Parce que tu joues ta Elsa, Mm. tu exerces le Tamatoa, tu rentres avec ton Crab, tu lui fais 3 de dommages, il est mort. Tu donnes Ouais. +3 ta Elsa, 2 + 3 5 avec ton Crab. Fait que tu peux wiper grâce à elle un Tamatoa qui Ouais. souvent va changer la game, là. Fait que c'est. Ah, moi, j'étais mort, GF, là, j'ai joué samedi, là, puis je jouais contre un gris mauve, tu sais, comme Ouais, ouais. semi-aggro, puis tu sais, comme, quand même pas super. Puis j'étais mort, là, tu sais, puis là, je joue Elsa. Je rentre dans un bonhomme. Après ça, avec un de mes autres characters, je me tue. Puis tout ça. Puis après ça, je joue le Snake. Je bounce la Elsa, qui avait déjà un peu de damage. Je la Oh my god. rejoue. Puis là, je peux taper un autre bonhomme. Puis tu sais, comme juste pouvoir comme gérer le board que normalement, tu sais, comme ton opponent, il dump sa main. Puis il dit, OK, ben, j'étais à 18, j'ai 2 bonhommes, je mets ça. Puis là, t'as Lyle sur le côté. Ben, moi, je joue vert mauve, là, pour ceux qui n'ont pas compris encore. Mais tu sais, t'as Lyle sur le côté, tu tapes des affaires, tu rentres dedans, puis si tu perds un bonhomme, ben lui, il perd un lore. Fait que tu sais, comme je pense, j'ai dû faire perdre 7 ou 8 lore au gars à cause de Lyle, mais Elsa m'a aidé à taper ceux que je peux pas normalement taper. Fait que tu sais, toute la mécanique autour de ça était vraiment, vraiment cool. Puis c'est un deck que j'aime vraiment beaucoup, que je joue depuis le 7-5. Tu sais, Hmm. comme j'ai vendu toutes mes cartes grises, fait que puis vu que je joue vert, ben vert mauve, c'était la prochaine bonne option pour moi. Puis je suis très content de voir que c'est comme un des top 4-5 decks dans la méta en ce Ouais, moment. Là. ben, Fait que ce qui c'est est le le fun. fun avec cette combinaison de couleurs-là, c'est que naturellement, le mauve pige beaucoup de cartes.
Fait que dans le fond, puis le problème Ouais. qu'on a souvent quand tu as des decks qui cherchent à gérer le board de l'adversaire, c'est que souvent l'adversaire va prendre les devants dans les lores. Mais là, le temps justement Mhm, que tu mhm. gères son board, puis que tu as des personnages à toi qui meurent en même temps, tu gardes son nombre de lore plus bas jusqu'à temps que toi, Ouais. tu gagnes l'avantage en termes de cartes en main, puis pas seulement de personnages sur le board. Parce qu'à un moment donné, à moins d'avoir un deck qui pige énormément en face de toi, ton adversaire va essouffler toutes ses ressources à essayer de s'établir. Puis toi, à tous les coups, tu joues des liles pour lui donner des reckless, tu lui fais perdre des lore. Ça peut être Ouais. fatigant. Je l'ai affronté quelques fois Très moi cool. aussi à Ouais. date, là, puis je dois avouer que c'est le Mhm. fun comme deck. Mais quand t'es contre, c'est rough. Ouais, puis c'est ça, puis Brandon, hier, de Ouais. Podcana, puis après ça, on va aller dans tes cartes, là, je passe une tangente, mais la réalité, c'est que Brandon, hier, de Podcana, même, il était commentateur pour Vegas, puis il parlait, puis il disait, ce deck-là, c'est un peu réinventé, puis c'est ce que je dis, c'est plus tellement un deck tempo. Si tu joues le build avec tu sais, les grosses Ursula, les grosses Clarabelle, les 4-5, les 3 à 4 Elsa qui coûtent 5, puis ça devient quasiment un deck contrôle et moins tempo. Puis l'avantage, vu que c'est un deck contrôle, c'est qu'il y a du removal dans des formes de removal pas traditionnelles. You're welcome, qui fait que ça retourne un character, un item ou un location dans le deck, t'en piges deux. Avantage à toi parce que si tu joues Clarabelle, ben, tu vas en piger deux. Non seulement ça, Lyle, c'est quasiment un removal parce que tu deals avec un target que normalement il te ferait du tort en chantant en attaquant ou en questant, mais là tu le forces ben, en attaquant dans de quoi que Mhm. tu veux pas ou qui fait juste quester. Fait que là, à cause de ça, ben tu y mets la pression pour dire OK, ben toi maintenant tu dois attaquer. Fait que c'est comme un removal, surtout si tu as des banzai et des affaires de même. Ben s'il attaque dedans, trois quarts du temps, il va trader. Fait que s'il trade, ben là, c'est un removal. Fait que tu sais, comme puis Elsa qui tape ton bonhomme pour que toi, tu puisses y rentrer dedans. Fait que le removal est un peu différent. C'est pas ton removal comme ton removal de rouge, mais ça fait un peu comme un removal non traditionnel qui est l'identité de vert, là, Ouais. si on veut, ce qui est très Ça cool. fait changement des Fire the Dragon, puis autres. Dragonfire, Dragonfire, excuse-moi, puis hey tout, boy. là, ouais, Et Maleficent, hein. exactement. Et les Ouais, ouais. autres removal durs, comme on pourrait dire. Là. Yes. Ben pour moi, Puis toi, Jeff? c'est sûr, je dirais pas que la Clarabelle aussi, parce que tu viens de le dire, mais juste en rappelant ce que tu parlais de Clarabelle, je dirais que même la selle à 3 de base, elle peut être bonne, parce que j'ai vu des builds qui jouent justement avec les Mhm, Diablos, entre autres. Puis souvent, pour pouvoir shift ton Diablo mhm. rapidement, tu vas discarter beaucoup de cartes. Parce que tu vas jouer le petit Diablo, Ouais. là, tu vas discarter une action pour jouer ton gros Diablo. Des fois, tu vas faire une Ursula. Puis là, tu es rendu ton adversaire, il y a 4 cartes, tu en as 2 en main. Fait que si tu peux la jouer, ça te refait Yep. piger 90% du temps, elle va te faire piger une carte. Fait qu'au pire des cas, ça donne un corps qui te Mhm. fait piger, puis ça donne un autre shift target pour la plus grosse carabelle. Je dis pas que Ben c'est la ouais. moins Ouais. bonne des trois, mais elle a quand même sa place dans certains decks. Là. C'est quand même intéressant. Alors, je suis tout à fait Yep. d'accord avec tout ce que tu as dit pour Clarabelle à part de ça. Selon moi, c'est la carte du set. Au début, je la pensais pas si forte que ça, mais vraiment trop bonne, trop bonne. Tu peux Mhm. trop Je pense facilement. que c'est. T'es pris, comme tu dis, t'es bloqué contre l'adversaire, il te reste 2 cartes en main. T'ancres, tu joues Clarabelle, il y a 6 cartes en main, bang, tu viens de te refaire 6 cartes. Mhm. Il n'y a pas grand Ouais. cartes qui te permettent gratuitement de piger 6 là. À part un All New World, ce genre. Non. Là. Mais bon. Mais, Puis elle est forte, la calice, en plus, ah cinq ouais, six Ça trade dans beaucoup d'affaires. exactement, exactement. Ouais. Fait que dans le fond, moi, les 2 cartes que je vais dire, c'est Pete. Pete, puis on l'a vu beaucoup en fin de semaine. Ah ouais, puis referee, C'est là. Pete Referee à quel point il peut shaper le tour de ton adversaire puis changer une partie au complet. Ouais. Parce que souvent, ça va te permettre. Pete peut te faire gagner 5 ou 6 lords. Faut voir ça comme ça. Parce que souvent, ça va te Ouais. bloquer, exemple, un Be Prepared ou ça va te bloquer un removal qui t'enlèverait, qui te targeterait sûrement un personnage à 2 ou 3. Ah ouais. Donc, c'est souvent, quand tu joues Pete, ça va te permettre de te sauver entre 2 et 5 6 lords. Fait que c'est une carte qui a vraiment un Mhm. gros impact puis qui peut bloquer aussi l'adversaire dans ce qui est pigé ou rampé. Donc, sans aucune Ouais. explication de plus, je peux vous le dire, la Pete grise 3-3 qui coûte 3, très très bonne carte. Et mon autre, c'est Et D'accord avec mon toi. autre, c'est Typo, une carte que j'avais mis justement dans mes cartes à surveiller du chapitre 5. Puis la raison est très simple. Regardez toutes les listes de bleus. T'es Typo pauvre. est là partout. Il est là partout, partout, partout. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer des Ursula qui vont enlever
les One Jump Ahead et les autres chansons. Il y a des joueurs qui vont jouer justement les Ouais. beats qui vont t'empêcher de chanter tes chansons drum, que ce soit All For I'll Go ou que ce Ouais. soit les One Jump Ahead. Ouais. Tipo te permet de faire un fishbone quill un tour plus tôt. Fait que dans le fond, Ouais. majoritairement du temps, c'est... Moi, j'adore cette Mhm. carte-là. Elle a démontré sa place dans les decks bleus. Puis je pense qu'à moins qu'il y ait une autre option tour 2 qui devienne meilleure, ou carrément une option Dram tour 1, mais ça serait... Je vois pas comment il pourrait le faire sans que ça soit brisé, là. Mais Tipo va être là pour longtemps. Attachez-vous, attendez-vous à l'avoir dans la Mhm. méta pendant longtemps. Donc, voici pourquoi, selon moi, c'est une des cartes que j'aime le plus. Je trouve qu'il y a le plus d'impact sur la méta présentement. Ouais. C'est sûr qu'on pourrait Puis aller... un des prochains sujets là, qu'on parlera, là, puis je pense que moi Python on en parle souvent parce qu'on se partage des idées de deck, mais ce serait cool de faire un topo sur les staples de chaque Ouais, couleur. ben Tu sais, ouais. comme mettons, je joue mauve, c'est quoi que je joue quasiment tout le temps. Si je joue vert, c'est quoi la Ouh, carte que automatiquement t'ajoutes. Tu sais, mettons, on compare bleu, tu sais, bleu sans Iram, c'est tu veux rare. pas gagner, là. Vraiment Tu sais, rare. fait que, tu sais, des affaires de même. Fait que ce serait une bonne idée pour le prochain Ben oui. épisode. Mais je suis très d'accord avec toi. Tout le monde qui joue bleu, avec le nouveau bleu, là, il inclut au moins tu sais, deux typos, voire même quatre des fois. Là, fait que, tu sais, très, très, très bonne Ben carte. ouais. Là, je Puis suis tu sais, d'accord quand avec tu toi. parles de staple, pour le monde qui se pose la question, là, les mondes un petit peu moins expérimentés, c'est dès que tu vas aller voir Mm. un deck d'un archétype quelconque, ou dès que toi, tu vas essayer d'en Ouais. construire un du départ, c'est quoi les cartes que tu mets tout le temps? Tu sais, si tu commences, si tu joues améthyste avec n'importe quelle autre Ouais. couleur, dans 95% des listes, tu vas avoir 4 Mime Snake, 4 Mime Fox, 4 Merlin Goat, 4 Merlin Dans, Rabbit. Ça, c'est exemple, là. puis dans 100% des listes mauves, tu vas avoir Friends on the Eh Other oui, Side. eh oui, exactement. Ah, c'est même Puis trop bon. il y a certaines de ces Ouais. cartes-là qui valent cher, d'autres non, comme Friends on the Other Side, que c'est des cartes pas très dispendieuses, mais que n'importe quel joueur qui commence à jouer, puis qui va jouer mauve, il faut que tu te la procures. C'est une carte à 25 Mhm. cents, 50 cents. Fait que ça vaut vraiment la peine, puis son Mm. impact est trop grand dans une partie. Donc, oui, Ouais. je suis d'accord avec toi. On pourrait peut-être faire ça d'ici soit le prochain épisode ou l'autre épisode d'après, quitte à le séparer en deux, vu qu'il y a quand même 6 couleurs. Mais c'est une bonne idée. Mm. On note ça. Ouais. Donc, on voit que le temps, il passe quand même vite. On va s'en aller tout de suite vers les annonces de tournois. Pour être bien franc avec vous, on a décidé pas mal à la dernière minute qu'on avait le temps finalement d'en faire un cette semaine. J'ai pas toutes les annonces de tournois pour vous. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la saison des 7 championships débute en octobre. Plusieurs d'entre vous vont avoir remarqué qu'on commence à avoir des annonces sur les différents groupes Facebook. Mais je peux vous dire qu'à partir du 5 octobre, les 7 championships ont lieu. Les plus tardifs, je crois, sont la semaine du 26 octobre. J'ai vu des dates jusqu'au 20, mais je pense que c'est 4 semaines comme Mm. le 7 championship précédent. C'est à vérifier, mais je vous invite à vérifier avec vos magasins locaux, avec les différents groupes Facebook pour voir justement tous les tournois dans vos régions. On va essayer de vous revenir Ouais. avec une liste plus précise lors des prochains épisodes. Ouais. Même que mieux que ça, Ouais. Jeff, ce qu'on peut faire, c'est que dans la section commentaires, on va mettre la URL de la map là, que tu avais, tu sais, Oui! avec tous les petits Oui, points, là, fait qu'on peut mettre ça dans la vidéo. Comme ça ben va ouais. vous aider. Là. Il y en a, je pense qu'ils ne savent pas que ça existe. C'est un URL comme un Google Maps, puis il y a toutes des Ouais. petites pins dans la map, puis tous les magasins qui vont le faire. Fait que vous pouvez juste cliquer ces pins, là, on Ouais, va vous à aider avec chaque ça. set, il y a du monde qui le font. Puis là, je crois que j'ai vu justement, je pense que c'est Nicolas Bélan, justement, un de nos joueurs québécois qui est assez impliqué dans la scène, qui a commencé à faire une liste comme ça. Fait que c'est une très bonne idée, Dan. On va la mettre en commentaire. C'est Yep. pas complet, mais ça donne une très bonne idée, puis il y en a Ouais. plusieurs là-dessus. Donc, ben, pour Yep. conclure le tout, je vous rappelle que c'est important pour nous de partager avec vous notre passion. On adore ça, on aime ça. Quand vous vous abonnez, ça nous démontre justement que vous aimez ce qu'on fait. Euh, Puis d'ailleurs, lors des 2, 3 dernières semaines, on l'a remarqué quand même beaucoup. On a tous eu chacun de notre côté individuellement des messages. Hey, comment ça que vous n'avez pas enregistré? C'est quand le prochain? On a hâte de Mm. l'écouter. Merci. Ça nous donne le goût de continuer. Mm. C'est pas toujours évident de trouver le temps, mais quand on a du monde comme ça qui viennent nous voir puis qui viennent jaser puis partager leur passion puis nous dire qu'ils aiment ça, ça nous donne le goût de continuer. Donc, le conseil, je vous dirais, c'est abonnez-vous Yes. puis mettez les notifications pour les nouveaux épisodes. Comme pour les prochaines semaines, on peut pas vous garantir que ça va sortir toujours au même moment. On est en train de sortir justement nos situations professionnelles et familiales.
Donc, on va essayer de revenir avec la formule d'une fois par semaine. Ça se peut que ce ne soit pas ça tout de suite. Donc, si vous ne voulez pas manquer aucun épisode, activez les notifications. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous contacter par email à lesunlinkable@gmail.com. Toutes questions, commentaires, on est là pour les prendre. On n'est pas meilleur que personne. Non. Vous pouvez nous donner des trucs pour s'améliorer, puis on va être heureux de les lire. Donc, je pense que ça conclut le tout pour cette semaine. Donc, sur ce, bonne semaine à tous et à toutes. Merci, Dan. Yes. Ciao, guys. Ciao, là.